Mes chers étudiants, je consacre cette vidéo à quelques questions d'évaluation relatives au chapitre 1, l'école classique des organisations. Dans cette première vidéo, ou dans cette première partie, je vais la consacrer aux apports de Taylor et Ford. Et dans une seconde, qui sera consacrée aux travaux de Fayol et de Max Weber. Alors, commençons par le père fondateur de l'école classique, Frederick Winslow Taylor, et sa doctrine, le taylorisme. La première question, expliquer le contexte de développement de l'école classique des organisations. Nous devons citer un ensemble d'éléments pour expliquer ce contexte d'apparition et de développement de l'école classique. Alors, premier élément, l'essor, l'apparition d'une société industrielle du 19e siècle. Donc, une société, un pays qui se base sur l'industrie et considère l'industrie comme un lieu de source de richesse et de développement et considère que l'usine, le lieu donc d'industrie, c'est un lieu de création de richesse et c'est la source principale de la valeur ajoutée. Bien sûr, deuxième élément, la seconde révolution industrielle qui s'est passée entre 1860 et 1920, qui a poussé ces auteurs, ces théoriciens à réfléchir à un nouveau mode d'organisation. Car vers la fin du 19e siècle, nous avons dit que seulement l'armée et l'Église, qu'ils étaient des organisations hiérarchisées. Donc la fin du 19e siècle, il y avait une pensée d'organiser non pas que l'Église et l'armée, mais aussi les usines et les ateliers. Troisième élément qui est très important, c'est l'influence des travaux des économistes classiques. L'école classique en économie, fondée par Adam Smith, par David Ricardo, Jean-Baptiste Say, leurs travaux ont beaucoup influencé les principes des modèles et des modes d'organisation dans l'école classique des organisations. Deuxième question, expliquez en détail la phrase suivante. L'une des évolutions les plus significatives de la fin du 19e siècle est constituée par l'introduction du courant scientifique en matière d'organisation du travail. Nous connaissons tous que la naissance de l'école classique des organisations a développé les premières réflexions en matière d'organisation industrielle. L'organisation des ateliers et des usines s'est basée sur des méthodes purement scientifiques. Donc, l'introduction dans les usines d'une volonté d'une gestion scientifique qui s'est basée sur des calculs rationnels, sur les mathématiques, sur une logique de rationalisation de la production. Donc, l'idée ici, il y a l'introduction des mathématiques, des calculs rationnels, de la logique dans la production. Ce qui est égal à une rationalisation de la production. La question qui se pose, pourquoi ces théoriciens, ces auteurs ont mis en place des modèles scientifiques pour organiser le travail. Tout simplement car les fondateurs, les théoriciens de l'école classique des organisations sont des ingénieurs. Ils ont eu une formation en mathématiques, en physique, en mécanique et bien sûr, ils ont transposé leur connaissance, leur étude scientifique dans
l'organisation du travail et dans la rationalisation de la production. La troisième question, expliquez brièvement l'influence des travaux des économistes classiques sur l'école classique des organisations. Les économistes classiques ont proposé au cours du XIXe siècle des concepts utilisables en matière d'organisation d'entreprise. Adam Smith a notamment introduit la nécessité d'une division du travail. David Ricardo, la spécialisation des tâches. Jean-Baptiste Say suggère d'inclure les activités de service dans les activités productives. Prenons l'exemple d'Adam Smith, le père fondateur de l'école classique. Donc, je vais me focaliser sur ce théoricien. Pourquoi? Car pour Adam Smith, la division du travail il explique la richesse des nations. Donc la richesse des nations est expliquée par deux éléments. Par la division du travail, car elle permet le gain de productivité et le capital est sans accumulation. Alors ici, on comprend très bien que la direction scientifique du travail prônée par Taylor, bien sûr, elle utilise le même concept de division horizontale du travail et de division verticale du travail. Ainsi que soit dans Taylor, soit dans Fayol, l'élément important, c'est la recherche d'une richesse par l'amélioration de la productivité. Quatrième question, comment résoudre les difficultés rencontrées dans la direction de larges groupes de travailleurs selon Frederick Winslow Taylor? Selon ce fondateur de l'école classique des organisations, la résolution des difficultés rencontrées dans la direction des groupes de travailleurs suppose une étude scientifique du travail, débouchant sur une organisation scientifique de travail qui est connue sous l'abréviation l'OST. La cinquième question, en relation avec les apports fondamentaux de Frederick Winslow Taylor, à quoi fait-on allusion dans chaque paragraphe? Donc nous lisons le premier paragraphe. On décompose le travail en tâches élémentaires et en gestes élémentaires. En supprimant les gestes inutiles, on introduit le chronométrage, non pour connaître le temps d'exécution d'une tâche, mais pour attribuer à chacune d'elles la durée optimum d'exécution et obtenir ainsi la meilleure façon de faire les choses. Ici, dans ce paragraphe, on fait allusion au premier principe de la direction scientifique de travail de Taylor, qui est la division horizontale de travail. Pour le paragraphe 2, consiste à distinguer strictement les exécutants des concepteurs du travail et à placer la meilleure personne à la bonne place. Dans ce deuxième paragraphe, on fait allusion à la division verticale du travail, qui est le deuxième principe de la direction scientifique de travail de Taylor. Paragraphe 3. Frederick Winslow Taylor constate la flânerie systématique qui conduit les meilleurs ouvriers à ralentir leur vitesse d'exécution au niveau des moins productifs en raison d'une rétribution journalière identique. Aussi, préconisera-t-il comme moyen de lutte le système fondé sur des primes de productivité au travail, censé constituer une motivation importante pour les ouvriers qu'ils considéraient comme des agents rationnels, maximisant de manière consciente leurs gains monétaires. Dans le paragraphe 3, on fait allusion au troisième principe de la direction scientifique de travail, qui est le salaire au rendement. Quatrième paragraphe consiste à une analyse détaillée des gestes des ouvriers, et en rationalisant le poste de travail de l'individu, cela a conduit à mettre en place dans les usines des contremaîtres. On fait allusion dans ce quatrième paragraphe au dernier principe de
la direction scientifique de travail, qui est le système de contrôle de travail. Question numéro 6. Expliquez comment Frederick Winslow Taylor a contribué à l'accroissement de la production et à la transformation et modernisation des organisations dans son époque. Taylor a contribué à l'accroissement de la production car c'est le premier théoricien qui a cherché la conception, à travers l'étude scientifique du travail humain dans les organisations, d'un modèle d'organisation qui vise l'amélioration de la gestion de production en vue de l'augmentation de la productivité. Deuxièmement, car Taylor est le premier théoricien qui a mis en place une méthode opérationnelle, une méthode pratique visant à augmenter de façon remarquable le niveau de production dans les organisations. Il a aussi contribué à la transformation et modernisation des organisations dans son époque, car il a réalisé une analyse du travail humain et cette analyse a facilité le transfert du travail humain en machine. Donc il a facilité la modernisation des organisations passant du travail humain au travail à la machine, à la robotisation de la production. Et on remarque que son continuateur, qui est Ford, a mis en place un principe qui est le travail à la chaîne, qui respecte deux principes fondamentaux de Taylor, qui sont la division horizontale et verticale du travail et le contrôle du travail. Expliquer comment le modèle taylorien avait comme conséquence une mauvaise qualité, un absentéisme important, un turnover élevé. Le modèle taylorien avait des limites, parmi lesquelles une production de mauvaise qualité. Cela peut être expliqué par deux éléments fondamentaux. Le premier, déjà que le modèle taylorien, c'est un modèle qui a pour objectif l'augmentation de la production en vue de gain de productivité. Il n'a pas un objectif de qualité. L'élément principal, c'est avoir une grande quantité produite avec une rationalisation de la production, avec un gain de productivité. Deuxième élément, c'est une conséquence de principe de la direction scientifique de travail qui est le salaire au rendement. Lorsque l'ouvrier veut doubler, tripler sa production journalière, il va produire des produits défectueux, car son souci n'est plus la qualité, mais sera beaucoup plus la quantité, car il se paye, sa rémunération se base sur la pièce. Deuxième élément, l'absentéisme important. Il y avait un taux d'absence qui est élevé. Les personnes ne viennent pas à l'usine et s'absentent. Ceci peut être expliqué par deux éléments fondamentaux aussi. Un, par la fatigue, car le système ou le modèle taylorien considérait l'homme comme une machine. Et si on le contrôle et on lui donne les directives, il va travailler, bien sûr, il va donner un bon résultat. Mais cette grande production, ce travail qui ne respecte pas les heures légales de travail, qui dépasse la capacité de l'ouvrier, a causé de la fatigue, du stress, des maladies, et cet élément ont
pousser ces ouvriers à s'abstenir et ceci a augmenté le taux d'absentéisme dans les organisations à cette époque. Troisième élément, le turnover. Un turnover élevé, le turnover, c'est le taux de rotation dans l'organisation. Ça veut dire qu'il y avait un grand nombre de départs dans l'année par rapport aux ceux recrutés. Bien sûr, les ouvriers, ils avaient peur de la sanction. Il y avait un climat social qui est dégradé. Il y avait une pression de la part de la hiérarchie. Il y avait des conflits entre les ouvriers et la hiérarchie, ainsi que le salaire ne constitue pas le seul moyen de motivation pour ces ouvriers. Donc, ils n'ont pas pu continuer à cette cadence de travail. Ils n'ont pas pu accepter les mauvaises conditions de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer d'organisation ou ils vont penser au départ. Passons maintenant au deuxième auteur de l'école classique, Henry Ford, et sa doctrine fordiste. 8. Expliquer pourquoi Henry Ford est considéré comme un continuateur de Frederick Winslow Taylor. Ford a introduit dans ses usines de travail à la chaîne, en adaptant à l'automobile les principes de rationalisation de Taylor. Selon Ford, une fois que le travail il est parasitolisé, il peut être mécanisé, robotisé par la chaîne. Cela conduit à faire un pas de plus dans la logique du contrôle strict du travail de l'ouvrier, prôné par Taylor. Donc ici, il y a la continuation en termes de parcellisation de tâches et en termes de contrôle. Car, pour Ford, maintenant, le contrôle strict de l'ouvrier qui a été introduit par Taylor va se réaliser par la machine elle-même. Car à travers le déroulement de convoyeurs de pièces, c'est la machine qui dicte à l'homme son rythme de travail et son rythme de production. Question 9. Expliquer la doctrine du Fordisme. Le Fordisme est une doctrine et théorie économique inspirée des méthodes de Henry Ford, suivant laquelle la production en grande série est à la chaîne, la production en grande quantité est à la chaîne, la production de masse qui se base sur le travail à la chaîne abaisse les coûts de production. Pourquoi? Car l'entreprise, lorsqu'il va produire en grande quantité à la chaîne, va bénéficier de l'économie d'échelle. Bien sûr, par la suite, une baisse des coûts engendre une baisse des prix de vente, ce qui va augmenter la demande et ce qui va permettre une nouvelle augmentation de la production. Le modèle industriel de Henry Ford, complétant l'œuvre de Frederick Winslow Taylor, est fondé sur trois principales innovations apportées par Henry Ford dans la construction automobile aux États-Unis. Citer et expliquer ces trois principales innovations. Lorsqu'on parle des trois principales innovations apportées par Henry Ford et qui complètent l'œuvre de Taylor, il s'agit des principes du modèle fordiste, qui sont le travail à la chaîne, le principe de standardisation des biens de production et le principe de $5 a day, les $5 le jour. Commençons par le premier, qui est le travail à la chaîne.
C'est un mode de fonctionnement qui était pratiqué dans les abattoirs de Chicago. Et un jour, Henry Ford, dans une visite, a regardé cette méthode de travail. Il a été influencé par cette méthode qu'il voulait la pratiquer dans les usines de production d'automobiles. Ce travail à la chaîne consiste à une mécanisation de l'usine qui utilise des convoyeurs pour assurer la circulation des pièces devant les ouvriers. Cette mécanisation présente l'avantage de supprimer une grande partie du travail de manutention et une gestion rigoureuse des stocks. Cette mécanisation, ce travail à la chaîne, permet aussi un contrôle, mais ce n'est pas un contrôle qui se réalise par l'ouvrier comme a été introduit par Taylor. Mais le rythme de travail est dicté par la machine. C'est la machine qui dicte le travail, qui dicte la cadence, le niveau de production à l'ouvrier. Deuxième principe, c'est la standardisation des biens de production. Il consiste à la production de grandes séries, en grande quantité, de masse, grâce à des pièces interchangeables et standardisées, grâce à des pièces semblables. L'accroissement et l'augmentation de la production par l'amélioration de la productivité conduit à la baisse des coûts et donc à la réalisation de l'économie d'échelle. Une augmentation de production permet une amélioration de la productivité, une baisse des coûts et conduit à une économie d'échelle. Troisième principe, qui est le 5 $ le jour, qui était une décision prise le 1er janvier 1914, qui porte à augmenter la rémunération journalière à 5 $ par jour. Elle permet d'atteindre deux objectifs. Fidéliser les ouvriers, donc faire face au turnover qui était une limite dans le modèle taylorien, et de redistribuer les gains de productivité sous forme de pouvoir d'achat. Pour assurer une paix sociale, donc lorsque les ouvriers améliorent leur niveau de vie grâce à une amélioration de pouvoir d'achat, l'organisation assure une paix sociale. Cette redistribution de pouvoir d'achat, selon Ford, permettra aux ouvriers d'acquérir les voitures qu'ils produisent eux-mêmes. Expliquer les conséquences du modèle fordiste de production au début du XXe siècle. On peut distinguer deux conséquences de l'application du modèle fordiste de production. Des conséquences positives et des limites du modèle fordiste. Commençons par les conséquences positives, par les portées de l'application du modèle fordiste. Le modèle fordiste repose sur la recherche de l'augmentation de la productivité dans les unités de production qui a trois effets positifs complémentaires. Trois effets positifs. Le premier, c'est la baisse des prix de vente. Pourquoi il y a une baisse des prix de vente? Car l'entreprise, lorsqu'elle se base sur le modèle fordiste, elle augmente la production. Elle opte pour une production de masse, ce qui permettra à l'entreprise de bénéficier de l'économie d'échelle et par la suite diminuer son prix de vente. Deuxième effet positif, c'est la hausse des salaires. La hausse des salaires qui est un résultat du principe fordiste qui est le 5 $ le jour. Ce qui va avoir comme conséquence positive l'amélioration du niveau de vie et du pouvoir d'achat
des salariés. Troisième effet, l'augmentation des profits. Comme nous avons dit, l'entreprise dont le modèle fordiste va produire en masse, va bénéficier par la suite d'une économie d'échelle, ce qui va la pousser à diminuer ses prix de vente, et par la suite, il y aurait une augmentation de la demande. Donc, augmentation de la demande génère une augmentation des profits de l'entreprise. Donc, généralement, ce sont les conséquences positives du modèle fordiste. Passons maintenant aux limites du modèle fordiste. Dans les deux chocs pétroliers successifs, 1973 et 1979, le modèle fordiste a montré son incapacité à s'adapter aux nouvelles règles de l'environnement concurrentiel mondial émergente. Donc c'est un modèle qui n'était pas capable de faire face aux changements, aux mutations dans l'environnement concurrentiel mondial. Ce modèle fordiste repose sur la réduction des coûts par le recours à une main-d'œuvre peu qualifiée. Et ceci a engendré un phénomène de délocalisation, de changement de pays des entreprises vers d'autres pays où les coûts salariaux sont plus faibles. Le modèle fordiste, troisième élément, il porte beaucoup sur la baisse des coûts de production. Alors que dans les années 80, il y a des exigences dans le marché, il y a des nouvelles attentes chez le consommateur qui sont la qualité, la sécurité, la variété de l'offre, les services après-vente, la réduction des délais de production, etc. Et le modèle fordiste n'a pas montré cette adaptation et cette réponse face aux exigences de marché dans les années 80 face à ces nouvelles exigences du marché au niveau mondial. Je mentionne dans toutes les vidéos, les questions d'évaluation peuvent porter aussi sur les concepts fondamentaux au management que je l'ai mentionné dans la fin du cours complet du Management 2, le fichier PDF que vous avez sur la plateforme, ainsi que quelques concepts mentionnés dans les vidéos partagées.